J'étais debout dans notre cuisine à Palo Alto, enceinte de 6 mois, les mains tremblantes alors que je tenais la note que je venais d'écrire pour mon mari. C'est comme ça que nous communiquions, comme nous avions toujours communiqué. Par des mots écrits, par le langage des signes, par des touches et des regards. Richard était sourd, l'était depuis un accident de moto 5 ans avant notre rencontre. Ou du moins, c'est ce que j'avais cru pendant les 18 derniers mois de notre relation. Il lisait la note par-dessus mon épaule, assez près pour que je puisse sentir son souffle sur mon cou, quand il a dit, clair comme de l'eau de roche, d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. « Margaret, je dois te dire quelque chose. J'ai laissé tomber la note. » Le papier a voltigé jusqu'au sol entre nous et je l'ai regardé tomber, comme si j'étais dans un rêve ou un cauchemar, parce que mon mari sourd venait de parler. Laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Debout dans cette cuisine, mon monde entier se fissurant comme de la glace fine. J'ai 68 ans maintenant, et j'ai appris que certaines histoires doivent être racontées depuis le début, même quand le début est douloureux à se remémorer. C'était en 1991, et j'avais 32 ans. Toujours célibataire, travaillant toujours comme architecte junior dans un cabinet à San Francisco, vivant toujours dans un studio exigu que je pouvais à peine me permettre. Ma mère m'appelait tous les dimanches comme une horloge, et chaque dimanche, la conversation revenait d'une manière ou d'une autre au même sujet. Ta sœur Catherine vient de m'annoncer qu'elle attend encore. Ça fera 3 petits-enfants qu'elle m'aura donnés. Margaret, 3. C'est merveilleux, maman. La fille des Johnson vient de se fiancer. Tu te souviens d'Amy? Vous jouiez ensemble, toutes les deux. Elle a 26 ans. Je serrais le téléphone plus fort, regardais par ma fenêtre le brouillard qui s'installait sur la baie. Je suis contente pour Amy. Je ne comprends simplement pas ce que tu attends. Tu ne rajeunis pas. Les hommes ne veulent pas épouser des femmes dans la trentaine qui... Maman, je dois y aller. J'ai du travail à finir. Mais elle était implacable. Et si je suis honnête avec moi-même, après 3 décennies de mariage et avoir élevé 2 enfants, je peux admettre que j'étais seul. Fatigué de rentrer dans un appartement vide. Fatigué de regarder mes collègues partir tôt pour les matchs de football de leurs enfants, pendant que je restais tard pour respecter les délais. Fatigué d'être la seule personne célibataire à chaque réunion de famille. Alors, quand ma mère m'a parlé de Richard Hayes, j'ai écouté. C'est le fils de Dorothy Hayes. Tu te souviens de Dorothy? Elle était dans mon club de lecture. Son fils a créé une sorte d'entreprise informatique. Très prospère, très beau, et il est prêt à se poser. Maman, je ne vais pas à un autre de tes rendez-vous arrangés. C'est différent. Il est... Eh bien, il est spécial, Margaret. Il a eu un accident il y a quelques années, un accident de moto. Il a perdu l'ouïe. Quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Il est sourd, complètement, mais il a appris à s'adapter. Il lit sur les lèvres magnifiquement, et il connaît le langage des signes. Dorothy dit que c'est le même homme charmant qu'il a toujours été, juste plus silencieux. Beaucoup de femmes ne veulent pas gérer ça, tu sais. Mais j'ai pensé que tu serais peut-être différente. Tu as toujours été si patiente, si compréhensive. J'aurais dû entendre la manipulation dans ces mots. Mais au lieu de cela, j'ai entendu une opportunité. Un homme qui ne me jugerait pas pour avoir 32 ans et être célibataire. Un homme qui pourrait être reconnaissant pour quelqu'un prêt à apprendre le langage des signes, à s'adapter à son monde. Un homme qui, à cause de son handicap, pourrait en fait me voir pour ce que j'étais au lieu de ce que je n'étais pas. D'accord, ai-je dit. Un dîner. Richard Hayes était tout ce que ma mère avait promis, et plus encore. Grand avec des cheveux noirs commençant à grisonner aux tempes,
des yeux marrons vifs qui regardaient à mes lèvres quand je parlais. Il portait des costumes chers, qui lui allaient parfaitement, conduisait une Mercedes et travaillait dans la Silicon Valley, faisant quelque chose avec des logiciels informatiques que je ne comprenais pas tout à fait. Notre premier dîner était dans un restaurant italien haut de gamme à San Jose. J'avais passé 2 semaines à apprendre le langage des signes de base dans un livre, m'exerçant devant le miroir de ma salle de bain, mais Richard rendait les choses faciles. Il avait apporté un petit bloc-notes et un stylo, et quand mes signes maladroits échouaient, nous écrivions des allers-retours comme des adolescents passant des notes en classe. « Ta mère parle de toi constamment », a-t-il écrit. La fibre architecte brillante, celle qui est têtue et qui ne veut pas se ranger. J'ai ri, un peu embarrassé. Elle me fait passer pour une jument de prix qu'elle essaie de vendre. Il a souri, et quand il a écrit son message suivant, j'ai ressenti quelque chose bouger dans ma poitrine. Elle t'a sous-évalué. Nous avons commencé à sortir ensemble, si on peut appeler ça comme ça. Nous nous retrouvions pour des dîners, faisions des promenades le long de la plage, allions au cinéma où nous nous asseyions côte à côte dans le noir, et j'oubliais qu'il ne pouvait pas entendre les dialogues. Il lisait les sous-titres quand ils apparaissaient, et parfois il prenait ma main et la serrait pendant les scènes romantiques. J'ai appris le langage des signes correctement, prenant des cours du soir après le travail. Richard était patient avec moi, corrigeant doucement mes positions de main, ses doigts chauds contre les miens, alors qu'il me montrait la bonne façon de signer « amour » ou « demain » ou « j'beau ». Sa mère, Dorothy, était ravie. Elle nous invitait pour des dîners du dimanche dans son énorme maison à Los Gatos, où elle nous regardait nous signer l'un à l'autre à travers la table avec les larmes aux yeux. J'étais si inquiète qu'il ne trouve jamais quelqu'un, m'a-t-elle dit un soir quand Richard était sorti pour prendre un appel. Ou du moins, c'est ce que je pensais. J'ai appris plus tard qu'il vérifiait simplement quelque chose sur son beeper. Après l'accident, il s'est tellement replié sur lui-même, a cessé de voir ses amis, a rompu avec sa petite amie, Julia. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas gérer d'être avec quelqu'un qui était sourd. Peux-tu imaginer la cruauté de ça? Je ne pouvais pas. Je pensais souvent à Julia pendant ses premiers mois. Quel genre de personne abandonne quelqu'un qu'elle aime à cause d'un handicap? Quel genre de femme superficielle et égoïste était-elle? 8 mois après le début de notre relation, Richard m'a demandé en mariage. Pas avec des mots, il ne pouvait pas parler, après tout, ou du moins c'est ce que je croyais. Il m'a emmené à la plage, au coucher du soleil, où il avait écrit dans le sable en lettres énormes « Veux-tu m'épouser, Margaret ?» J'ai pleuré. J'ai signé oui, encore et encore. Et quand il a glissé la bague à mon doigt, un magnifique diamant qui avait dû coûter 3 mois de mon salaire, je pensais être la femme la plus chanceuse du monde. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie, dans une chapelle de Napa Valley. C'était magnifique, intime, juste nos familles proches et nos amis les plus proches. La cérémonie a été conduite avec un interprète en langage des signes. Et quand nous avons échangé nos vœux, j'ai signé les miens avec des larmes coulant sur mon visage. J'avais trouvé ma personne, mon partenaire, un homme qui me voyait pour ce que j'étais vraiment, qui valorisait la patience et la gentillesse plutôt que les bavardages et le charme superficiel. Un homme qui communiquait avec moi de la manière la plus intentionnelle possible. Chaque mot écrit ou signé avec un but, avec réflexion. Notre nuit de noces, je m'attendais à ce qu'il parle. N'est-ce pas ce qui se passe dans les histoires? La malédiction est brisée, le sort est levé. Mais Richard est resté silencieux. Il a communiqué avec ses mains, à la fois en langage des signes et d'autres manières que je ne décrirai pas. Et je me suis endormi dans notre chambre d'hôtel
en me sentant chérie et complète. Nous avons emménagé dans une maison à Palo Alto, une vraie maison avec une cour arrière et une chambre d'amis et un bureau où je pouvais étaler mes plans. L'entreprise de logiciels de Richard marchait bien, très bien. Il parlait, ou plutôt, ses partenaires commerciaux parlaient à de devenir publics dans l'année. J'ai réduit mes heures au cabinet d'architecture. Dorothy l'a suggéré, et Richard a accepté avec enthousiasme à sa manière silencieuse. Tu voudras être plus à la maison une fois que le bébé sera là, a dit Dorothy lors d'un dîner du dimanche, tapotant ma main. Je suis tombée enceinte 4 mois après le mariage. Nous essayions, ou plutôt, nous ne l'empêchions pas. Et quand les 2 lignes roses sont apparues sur le test, j'ai couru trouver Richard dans son bureau, à domicile. Je pleurais, riais, essayais de signer et le ratais, finalement lui montrant simplement le test. Son visage s'est illuminé. Il m'a tiré sur ses genoux, m'a embrassé, m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Puis il s'est reculé et a signé lentement et clairement. Tu seras une mère formidable. La grossesse a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Des nausées matinales qui duraient toute la journée. Une fatigue qui rendait difficile le travail. À 5 mois, j'ai quitté le cabinet d'architecture. C'était simplement trop. Le trajet, les longues heures, les exigences physiques des visites de chantier. Richard était compréhensif, bien sûr. Il gagnait plus qu'assez d'argent pour nous deux. Dorothy était ravie. Maintenant, tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment, a-t-elle dit, m'aidant à plier de minuscules grenouillères dans ce qui deviendrait la chambre de bébé. Être une épouse et une mère, c'est la vraie vocation d'une femme. Je pliais une grenouillère jaune avec des canards dessus, sentant le bébé bouger en moi, quand quelque chose m'est venu à l'esprit. « Dorothy, as-tu travaillé après avoir eu Richard? » « Oh, bien sûr que non. Le père de Richard ne l'aurait pas permis. Un homme a besoin de savoir que sa femme s'occupe de la maison. » Le père de Richard, c'était comme ça qu'elle faisait toujours référence à son ex-mari. Ils ont divorcé quand Richard était à l'université, un scandale dont Dorothy parlait rarement. Mais elle l'a mentionné ce jour-là, et quelque chose dans son ton m'a mise mal à l'aise. Eh bien, Richard et moi en avons discuté, et nous avons tous les deux convenu que c'était le mieux, ai-je dit fermement, même si nous n'en avions pas vraiment discuté. Nous en avions écrit, signé à ce sujet, mais était-ce la même chose qu'une vraie conversation? Pouviez-vous avoir une vraie conversation en langage des signes avec quelqu'un que vous ne connaissiez que depuis 1 an? Enceinte de 6 mois, épuisée et hormonale, je préparais le dîner, du poulet grillé et des légumes, le plat préféré de Richard quand il est entré dans la cuisine. Je venais de finir de lui écrire une note, lui demandant s'il voulait du vin blanc ou rouge avec le dîner, même si je ne pouvais pas boire. J'essayais de maintenir une normalité. J'essayais d'être une bonne épouse. Il s'est approché derrière moi, si près que je pouvais sentir sa chaleur. J'ai levé la note par-dessus mon épaule et il a dit « Margaret, je dois te dire quelque chose. » La note est tombée de mes doigts. Le temps a semblé s'arrêter. Je me suis retourné lentement, mon ventre en sein heurtant le comptoir. Richard se tenait là, me regardant avec ses yeux marrons, sa bouche bougeant, des sons sortant, de vrais sons, de vrais mots. « Je ne suis pas sourd, a-t-il dit. Je ne l'ai jamais été. Je ne pouvais pas le traiter. Ne pouvais pas faire en sorte que les mots aient un sens. » Mon mari sourd parlait. Mon mari sourd venait de me dire qu'il n'était pas sourd. Mon mari sourd, je peux t'entendre parfaitement, a-t-il continué. Sa voix était profonde, douce, cultivée. Une voix qui avait été là tout le temps, cachée. J'ai pu entendre tout depuis le début. Mes jambes ont faibli. J'ai attrapé le comptoir pour me soutenir.
Le bébé a donné un coup de pied fort, comme s'il réagissait à mon soudain pic de rythme cardiaque. Quoi? Ai-je murmuré, ou pensé murmurer? Je n'étais pas sûr qu'un son soit sorti. Laisse-moi t'expliquer. Quoi? Plus fort maintenant. Définitivement plus fort. Qu'est-ce que tu viens de dire? Richard a levé ses mains, paume vers l'extérieur. Un geste qui semblait soudainement menaçant au lieu de doux. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il y a une raison. Tu n'es pas sourd. Ce n'était pas une question. J'énonçais un fait, essayant de le rendre réel dans mon esprit. Tu n'as jamais été sourd. Non, je ne l'étais pas. L'accident de moto n'est jamais arrivé. Eh bien, j'ai eu un accident de moto quand j'avais 19 ans. Mais j'allais bien. Juste quelques écorchures, rien de grave. Je me sentais comme si je regardais cette conversation de l'extérieur de mon corps. Ce ne pouvait pas être réel. Ça ne pouvait pas arriver. Tu m'as menti pendant presque 2 ans. Ce n'était pas exactement mentir. C'était plus comme un test. Un test. Le mot restait suspendu dans l'air entre nous comme du gaz toxique. Un test, ai-je répété. Ma voix sonnait étrange, distante. L'idée de ma mère, en fait. Après que Julia m'ait quitté, mon ex-petite amie, j'étais dévasté. Je pensais que nous allions nous marier, et puis elle est juste partie. Elle a dit que j'étais trop concentré sur le travail, pas assez romantique, pas assez excitant. Ma mère a dit que j'avais besoin de trouver quelqu'un qui m'aimerait pour ce que j'étais vraiment, pas pour mon argent ou mon statut. Quelqu'un de patient, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui resterait même quand les choses étaient difficiles. Il parlait plus vite maintenant, les mots se déversant comme s'il les avait stockés pendant des mois, ce que j'ai réalisé avec une horreur croissante qu'il avait fait. Alors, nous avons élaboré ce plan. Je ferai semblant d'être sourd. Toute femme qui ne pourrait pas gérer ça, qui ne pourrait pas apprendre le langage des signes, qui serait frustrée par la barrière de communication, elle n'était pas faite pour moi. Mais quelqu'un qui resterait, qui apprendrait mon langage, qui serait patient et compréhensif, c'était quelqu'un de spécial. Et tu l'as trouvé, ai-je dit d'une voix blanche. Tu as trouvé ta personne spéciale. Comme c'est merveilleux pour toi. Margaret, est-ce que ta mère sait que tu n'es pas vraiment sourd? Il a hésité. Juste un instant, mais c'était suffisant. Oh mon Dieu, je me suis éloigné de lui, mes mains allant instinctivement à mon ventre. Ta mère le sait. Elle l'a su tout ce temps. Les larmes au dîner. La gratitude que je t'accepte malgré ton handicap. Tout ça faisait partie du plan. Elle essayait de m'aider à trouver la bonne personne en mentant. Je criais maintenant. Je ne pense pas avoir jamais crié comme ça de ma vie. En piégeant une femme désespérée pour qu'elle se marie. En me faisant apprendre toute une langue. Quitter mon travail. Abandonner toute ma vie pour un mensonge. Tu n'as pas abandonné ta vie. Tu as choisi d'apprendre le langage des signes. Tu as choisi de quitter ton travail, parce que je pensais que mon mari était sourd. Les mots se sont arrachés de ma gorge. Je pensais que tu avais besoin que je fasse ces choses. Je pensais que j'étais compréhensive. Je pensais que j'étais une bonne épouse pour un homme avec un handicap. Mais tu n'as pas de handicap. Tu as une mère sociopathe et apparemment aucune boussole morale. Le visage de Richard a pâli. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? J'ai appris une langue entière pour toi. J'ai quitté ma carrière pour toi. Je porte ton enfant. Ma voix s'est brisée. Je suis enceinte de 6 mois de ton enfant et tu m'as menti en face pendant 2 ans. Je ne t'ai pas menti en face. Tu ne pouvais pas voir mon visage quand nous signions. Sors. Margaret, s'il te plaît, sors de ma maison. C'est notre maison. Je m'en fiche. Sors. Va rester avec ta mère, puisque vous êtes apparemment meilleurs amis et partenaires dans la fraude.
Il est parti, vraiment parti. A pris ses clés et est sorti par la porte, me laissant seul dans la cuisine avec le poulet grillé qui brûlait sur la cuisinière et mon monde entier en ruine. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette nuit-là. Je sais que j'ai appelé ma sœur Catherine, sanglotant si fort qu'elle ne pouvait pas me comprendre au début. Elle est venue immédiatement, m'a trouvé assise sur le sol de la cuisine, entourée de tous les livres de langage, des signes que j'avais étudiés, déchirant les pages une par une. Il n'est pas sourd, je n'arrêtais pas de dire. Il n'a jamais été sourd. Tout était faux, tout. Catherine m'a tenu pendant que je pleurais, sa main frottant mon dos, comme notre mère le faisait quand nous étions enfants, ce qui m'a rappelé « Je dois appeler maman, peut-être attendre jusqu'à demain ». Mais je composais déjà. Ma mère a répondu à la 3e sonnerie, sa voix joyeuse. « Margaret, je ne m'attendais pas à t'entendre ce soir. Comment va mon gendre? Savais-tu? » Silence. « Maman, savais-tu quoi, ma chérie? Que Richard n'est pas sourd, qu'il a fait semblant tout ce temps, que lui et Dorothy ont concocté tout ce stratagème pour tester si j'étais digne de leur précieux fils. » Plus de silence. Puis, Dorothy a mentionné qu'il voulait s'assurer que toute femme que Richard épouserait serait engagée pour les bonnes raisons. Je lui ai raccroché au nez, à ma propre mère. J'ai raccroché et j'ai jeté le téléphone à travers la pièce où il s'est brisé contre le mur. Elle savait, ai-je dit à Catherine. Ma propre mère savait que j'étais manipulé et elle a joué le jeu. Elle pensait probablement qu'elle aidait, qu'elle mariait sa fille vieille fille enfin. Oh, Maggie! Les yeux de Catherine étaient pleins de larmes. C'est comme ça qu'elle m'appelait quand nous étions enfants. Maggie. Personne d'autre ne m'appelait comme ça. Pas Richard, qui n'avait jamais signé que mon nom complet. Pas sa mère. Pas ma mère. Juste Catherine. Qu'est-ce que je vais faire? Ai-je murmuré. Je suis enceinte de 6 mois. J'ai quitté mon travail. Toutes mes économies sont allées dans cette maison. Je ne peux pas juste... Je ne peux pas. Mais je ne pouvais pas finir la phrase parce que je ne savais pas ce que je ne pouvais pas faire. Partir, rester, recommencer. J'avais 33 ans, enceinte de 6 mois, au chômage. Et je venais de découvrir que tout mon mariage était construit sur un mensonge. Catherine est restée avec moi cette nuit-là, et pendant plusieurs nuits après. Richard a appelé à plusieurs reprises. Je n'ai pas répondu. Il s'est présenté à la maison. J'ai verrouillé la porte et je lui ai dit à travers le bois que s'il ne partait pas, j'appellerais la police. Il a laissé des lettres, de longues lettres manuscrites expliquant son raisonnement, s'excusant, me suppliant de comprendre. Je les ai brûlées dans la cheminée sans les lire. Dorothy est venue. Je ne l'ai pas laissée entrer non plus. Margaret, s'il te plaît, sois raisonnable, a-t-elle appelé à travers la porte. Tu portes mon petit enfant. Nous devons en discuter en adulte. Vous m'avez menti pendant presque 2 ans, ai-je répondu. Vous m'avez regardé lutter pour apprendre le langage des signes. Vous m'avez regardé quitter ma carrière. Vous avez pleuré à notre mariage comme si vous étiez si reconnaissante que quelqu'un accepte votre fils endommagé. Tout en sachant que c'était faux. En sachant que vous me testiez tous les deux comme si j'étais un rat de laboratoire. Nous essayions de protéger Richard. Vous essayez de le contrôler, de contrôler qui il épouserait, de vous assurer qu'elle serait assez soumise, assez patiente, assez reconnaissante pour supporter tout ce que vous deux décidiez de lui infliger. Elle est partie, mais elle a continué à appeler. Richard aussi, ma mère aussi, bien que j'ai arrêté de répondre à ses appels également. J'étais seul avec mon ventre grandissant et ma rage et mon chagrin. Parce que c'était un chagrin. L'homme que j'avais épousé n'existait pas. La relation que j'avais construite était avec une fiction.
Chaque conversation en langage des signes, chaque note écrite, chaque moment de compréhension silencieuse, tout était entaché maintenant. Avait-il ri de moi quand je pratiquais mes signes devant lui, ratant les positions de main? Trouvait-il amusant que je travaille si dur pour communiquer avec lui? Pensait-il que j'étais stupide de ne pas l'avoir compris? Et pire, bien pire, est-ce que je le connaissais vraiment? Sur quoi d'autre avait-il menti? Quelles autres parties de Richard Hayes étaient fictives? Catherine s'inquiétait pour moi. Tu ne manges pas assez. Tu ne dors pas. Ce stress n'est pas bon pour le bébé. Rien de tout ça n'est bon pour le bébé. Tu dois lui parler, arranger quelque chose. Vous êtes mariés, tu portes son enfant. Je ne sais même pas si je veux encore être marié avec lui. Les mots restaient suspendus dans l'air. Catherine avait l'air bouleversée. Maggie, tu ne le penses pas? Mais si. Ou je pensais que je le pensais. Je ne savais plus ce que je pensais. L'Adré Patricia Chen était la thérapeute que Catherine avait trouvée pour moi. Une femme calme dans la cinquantaine qui se spécialisait dans les problèmes relationnels complexes. J'aimais le fait qu'elle ne dise pas conseil conjugal parce que je n'étais pas sûr de vouloir conseiller le mariage autant que l'enterrer. « Dites-moi ce qui s'est passé », a dit l'Adré Chen lors de notre première séance. Je lui ai tout raconté. Toute l'histoire s'est déversée. Ma solitude avant de rencontrer Richard. La pression de ma mère. Le soulagement de trouver quelqu'un qui semblait voir au-delà de mon âge et de mon statut de célibataire. Apprendre le langage des signes. Quitter mon travail, la grossesse, la révélation. L'Adré Chen a écouté sans interrompre, son visage neutre. Quand j'ai eu fini, elle a dit « C'est toute une trahison ». J'ai recommencé à pleurer. Je pleurais depuis 2 semaines d'affilée, semblait-il. Il dit que c'était un test pour trouver quelqu'un qui l'aimerait pour lui-même. Et comment vous sentez-vous par rapport à ça? Je me sens comme si j'étais une concurrente dans un jeu télévisé malsain où je ne savais pas que je participais. L'Adré Chen a hoché la tête. C'est valide. Votre consentement a été violé. Vous êtes entré dans une relation sous de fausses prétentions. Enfin, quelqu'un qui comprenait. Mais je dois vous demander quelque chose, Margaret, et je veux que vous réfléchissiez vraiment à la réponse. Elle s'est légèrement penchée en avant. Pendant ces 8 mois avant votre mariage, pendant que vous sortiez avec Richard, l'aimiez-vous? Bien sûr que je l'aimais. C'est pourquoi je l'ai épousé. Pourquoi l'aimiez-vous? Parce qu'il était gentil et attentionné et patient et parce qu'il était sourd. Je me suis arrêté. Non, bien sûr que non. Vous en êtes sûr? Parce que, d'après ce que vous avez décrit, l'homme sourd que Richard faisait semblant d'être avait des qualités très spécifiques. Il était silencieux. Il communiquait délibérément. Il ne pouvait pas vous interrompre ou parler par-dessus vous. Il devait vraiment écouter, ou sembler écouter, tout ce que vous écriviez ou signiez. Il semblait patient, parce qu'il n'avait pas le choix. Il semblait réfléchi, parce que chaque communication nécessitait de la réflexion. Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne, Margaret. Je dis que les raisons pour lesquelles nous sommes attirés par les gens sont compliquées. Et parfois, les choses mêmes que nous pensons aimer chez quelqu'un sont en fait les choses que nous avons projetées sur eux. Je suis resté avec ça pendant un long moment. Avait-elle raison? Étais-je tombée amoureuse du silence de Richard, du fait qu'il ne pouvait pas me juger à voix haute, ne pouvait pas critiquer, ne pouvait pas exprimer la déception que j'avais vue sur le visage de tous les autres hommes quand ils réalisaient que j'avais 32 ans et que j'étais célibataire et peut-être un peu trop indépendante. Il a quand même menti, ai-je finalement dit. Oui, il l'a fait, et ce n'est pas acceptable. Mais la question n'est pas de savoir si ce qu'il a fait était mal. C'était clairement le cas. La question est de savoir ce que vous voulez faire maintenant.
Que voulais-je faire? J'étais enceinte de 7 mois à ce moment-là. Mon ventre était énorme, mes chevilles étaient enflées, et je vivais de la charité de Catherine et de mes économies qui s'amenuisaient. Richard avait offert de continuer à payer toutes les factures, mais j'avais refusé. Prendre son argent ressemblait à accepter le mensonge. Je ne sais pas si je pourrai jamais lui faire confiance à nouveau, ai-je dit. C'est juste. La confiance une fois brisée est très difficile à reconstruire. Mais ce n'est pas impossible si, et c'est un grand si, les deux personnes sont prêtes à faire le travail. Quel travail? L'honnêteté brutale, la transparence complète, la responsabilité et le temps. Beaucoup de temps. J'ai pensé à ça en rentrant chez moi, enfin, chez Catherine, qui était la maison maintenant. Pouvais-je faire ce travail? Voulais-je? Le bébé a donné un coup de pied fort et j'ai mis ma main sur mon ventre. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Ai-je demandé. Devrions-nous donner une chance à ton père? Un autre coup de pied. Je l'ai pris comme un oui. Ou peut-être juste des gaz. C'était difficile à dire. Richard est venu en thérapie avec moi la semaine suivante. C'était la première fois que je le voyais en un mois et il avait l'air terrible. Plus mince, gris sous les yeux. Son costume, habituellement impeccable, était froissé. Il a commencé à signer quelque chose automatiquement, puis s'est rattrapé. Désolé, c'est l'habitude. Ne fais pas ça, ai-je dit sèchement. N'ose pas utiliser le langage des signes avec moi à nouveau. Ses mains sont tombées. D'accord. L'Adrichen nous a donné des règles de base. Je pouvais poser n'importe quelle question, et Richard devait répondre honnêtement quoi qu'il arrive. Il ne pouvait pas partir avant la fin de la séance. Et nous devions tous les deux nous engager à revenir. Pourquoi? Ai-je demandé en premier. Pas le discours sur trouver le véritable amour. La vraie raison. Pourquoi m'as-tu fait ça? Richard a regardé ses mains, puis l'Adrichen, puis finalement moi. Parce que je suis un lâche. Je ne m'attendais pas à ça. Julia ne m'a pas quitté parce que je n'étais pas assez romantique. Elle m'a quitté parce que je suis ennuyeux, Margaret. Je suis doué avec les ordinateurs et les chiffres, mais je suis terrible avec les gens. Les bavardages me rendent anxieux. Les situations sociales m'épuisent. Je suis maladroit et raide et je ne sais jamais quoi dire. Alors, tu as décidé de ne rien dire du tout? Oui, il a rencontré mes yeux. Être sourd m'a donné une excuse. Je n'avais pas à faire la conversation au fait. Je n'avais pas à être charmant. Je pouvais juste exister. Et les gens penseraient que j'étais fort et courageux au lieu de bizarre et antisocial. Et j'étais quoi? Ton accessoire parfait de mari handicapé. Quelqu'un pour prendre soin de toi et te faire bien paraître. Non, tu étais incroyable, Margaret. Intelligente et talentueuse et belle, bien au-dessus de ma ligue. Mais en tant qu'homme sourd, j'avais une chance. Tu me voyais comme quelqu'un qui avait besoin de toi, quelqu'un que tu pouvais aider, et j'ai profité de ça parce que je suis égoïste et effrayé, et je n'ai pas pensé à comment ça t'affecterait. Je voulais le frapper, ou lui crier dessus, ou les deux. Tu as raison, ai-je dit à la place. Tu es un lâche et égoïste, et tu as volé presque 2 ans de ma vie. Je sais. Tu m'as regardé abandonner ma carrière, je sais, et c'était mal. Si tu veux retourner à l'architecture, je soutiendrai ça financièrement, logistiquement, tout ce dont tu as besoin. Je suis sur le point d'avoir un bébé, Richard. Je ne peux pas exactement commencer un nouveau travail maintenant. Alors après, quand tu seras prête, j'engagerai une nounou. Je prendrai un congé parental, tout ce qu'il faut. L'Adrichen est intervenu. Richard, ce que Margaret dit, c'est que les conséquences de votre tromperie sont réelles et durables. Vous ne pouvez pas simplement les réparer avec de l'argent ou des promesses.
Je sais. Il m'a regardé à nouveau. Je sais que je ne peux pas réparer ça, mais je veux essayer si tu me laisses bien le faire. Je n'ai pas répondu. Ne pouvais pas répondre. Nous sommes allés en thérapie chaque semaine, parfois 2 fois par semaine. Richard a répondu à chaque question que j'ai posée, peu importe combien c'était douloureux. A-t-il ri de moi? Parfois, oui, quand je ratais gravement des signes. A-t-il lu mes journaux privés? Non, jamais. Et il semblait sincèrement blessé que je pense qu'il le ferait. M'aimait-il? Oui. Il a dit oui avec des larmes dans les yeux. Et je voulais le croire, mais je ne savais pas comment. Enceinte de 8 mois, je suis rentré à la maison. Pas à la maison chez Catherine, à la maison à Palo Alto, la maison de Richard, notre maison, peu importe. Mais j'avais des conditions. Il dormait dans la chambre d'amis. Nous n'étions pas ensemble. Nous étions 2 personnes, cohabitant jusqu'à ce que je comprenne ce que je voulais faire. C'est bien, a dit Richard, tout ce dont tu as besoin. Le bébé est arrivé 3 semaines plus tard. Une fille, 10 doigts, 10 orteils, un ensemble sain de poumons qu'elle a démontré immédiatement. Ils l'ont placée sur ma poitrine, cette petite chose parfaite, et j'ai levé les yeux pour trouver Richard pleurant dans le coin de la salle d'accouchement. « Veux-tu la tenir ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, incapable de parler. Réellement incapable de parler cette fois, étouffé par l'émotion. J'ai donné notre fille à Richard et j'ai regardé son visage se transformer en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. L'émerveillement. L'émerveillement pur et sans filtre. « Elle est parfaite », a-t-il murmuré. « Elle est à nous », ai-je dit. Nous l'avons appelée Claire. Claire Margaret Hayes. Et elle a tout changé. Pas immédiatement. J'étais toujours en colère, toujours blessé, toujours pas sûr de pouvoir lui pardonner. Mais Claire avait besoin de nous 2. Et pendant ces premières semaines épuisées d'alimentation de minuit et de changements de couches et de pleurs sans fin, les siens et les miens, Richard était là. Il était là de manière que je n'avais pas attendue. Patient avec les cris de Claire, calme quand je m'effondrais, compétent avec les biberons et les chiffons à roue et tout. J'avais peur de tout gâcher. « Tu es doué pour ça », ai-je dit. Un soir, 3 semaines après avoir ramené Claire à la maison. Il était 2 heures du matin, Claire s'était finalement endormie après 1 heure de pleurs. Et Richard et moi étions assis dans la chambre de bébé, trop fatigués pour bouger. « Je devais l'être », a-t-il dit doucement. Je savais que j'avais déjà tout gâché avec toi. Je ne pouvais pas tout gâcher avec elle aussi. Nous avons continué à aller voir la Dretchen, parfois avec Claire dans un porte-bébé, dormant pendant nos séances. Et lentement, douloureusement, nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau. Pas la relation que nous avions avant, elle était morte, construite sur des mensonges, mais quelque chose d'autre, quelque chose d'honnête. Je suis toujours en colère, lui ai-je dit 6 mois après la naissance de Claire. Je sais. Je ne sais pas si ça partira complètement un jour. Je sais. J'ai besoin que tu comprennes que tu ne contrôles pas ça, le calendrier, le pardon, rien de tout ça. Tu as déjà assez contrôlé. Je comprends. Et il comprenait, d'une manière ou d'une autre. Il me donnait de l'espace quand j'en avais besoin. Il était là quand j'avais besoin de ça à la place. Il est allé en thérapie lui-même, travaillant sur quel que soit le traumatisme d'enfance qui lui faisait penser que mentir était une stratégie relationnelle acceptable. Sa mère était une autre histoire. Je n'ai pas parlé à Dorothy pendant 1 an. Elle appelait, laissait des messages, envoyait des cartes. J'ignorais tout. Finalement, quand Claire avait 14 mois, j'ai accepté de la rencontrer pour un café. Elle avait l'air plus vieille, plus fragile,
Mais sa voix était forte quand elle a dit « Je te dois des excuses. » Oui, c'est vrai. Je pensais aider Richard, le protéger, mais j'essayais vraiment juste de contrôler sa vie comme je ne pouvais pas contrôler mon propre mariage. Et je t'ai terriblement blessé dans le processus. Je suis désolé. Margaret, ce n'était pas assez, ne pourrait jamais être assez. Mais c'était quelque chose. Si tu veux avoir une relation avec ta petite fille, ai-je dit prudemment, tu dois comprendre que je ne suis pas la belle-fille soumise et reconnaissante que tu pensais obtenir. J'ai des opinions, j'ai des limites, et je ne tolérerai plus aucune manipulation. Je comprends. Et tu dois suivre une thérapie, une vraie thérapie. Parce que tout ce qui t'a fait penser que ce test était acceptable n'est pas quelque chose que je veux autour de ma fille. Dorothy avait l'air comme si je l'avais giflée, mais elle a hoché la tête. Je vais trouver quelqu'un. Elle l'a fait, a en fait trouvé un thérapeute et a commencé à travailler sur ses problèmes de contrôle. Ça n'a pas tout réglé. Dorothy et moi ne serions jamais proches, mais ça a rendu les réunions de famille supportables. Ma mère était plus difficile. Elle insistait toujours qu'elle essayait juste d'aider, qu'elle ne connaissait pas vraiment l'étendue de la tromperie de Richard. Nous sommes cordiales maintenant, mais quelque chose s'est brisé entre nous, qui ne s'est jamais complètement guéri. Richard et moi avons eu un autre bébé 3 ans après Claire, un garçon que nous avons appelé James. Et d'une manière ou d'une autre, dans le chaos de 2 enfants et de nuits sans sommeil et de lessive sans fin, nous avons trouvé notre chemin vers quelque chose qui ressemblait à l'amour. Le vrai amour. Pas le conte de fées que j'avais imaginé quand j'avais 32 ans et que j'étais seul, mais quelque chose de plus désordonné, de plus dur, de plus honnête. Nous avons renouvelé nos vœux pour notre 10e anniversaire. Une petite cérémonie, juste nous et les enfants et quelques amis proches. Pas d'interprète en langage des signes cette fois, juste des mots, de vrais mots parlés. Je promets de ne plus jamais te mentir, a dit Richard. Même quand la vérité est inconfortable, même quand ça me fait mal paraître, même quand j'ai peur, je promets de continuer à te choisir, ai-je dit. Même quand je suis en colère, même quand je me souviens, même quand ce serait plus facile de partir. C'était il y a 28 ans. Nous avons 68 et 65 ans maintenant. Claire est mariée avec 2 enfants à elle. James vient de se fiancer. Et Richard et moi sommes toujours là, travaillant toujours dessus, nous choisissant toujours l'un l'autre. Ça n'a pas été facile. Certains jours, je ressens toujours le fantôme de cette trahison. Certains jours, je le regarde à travers la table du petit déjeuner et je me souviens du moment dans la cuisine où mon monde s'est effondré. Certains jours, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'étais parti, si j'avais recommencé, si je ne lui avais jamais pardonné. Mais alors je pense au mariage de Claire l'année dernière, regardant Richard marcher notre fille dans l'allée avec des larmes coulant sur son visage. Je pense à James appelant pour demander les conseils de son père sur les bagues de fiançailles. Je pense aux soirées tranquilles sur notre porche, la main de Richard dans la mienne, parlant de rien et de tout. Je pense au fait que nous parlons maintenant. Nous parlons vraiment, de sentiments et de peurs, et d'erreurs, du passé et du futur, et du présent désordonné. Nous parlons d'une manière que je n'ai jamais fait avec l'homme silencieux que je pensais avoir épousé. Et je réalise que peut-être la Dretchen avait raison. Peut-être que je suis tombée amoureuse de l'idée de Richard, pas de la vraie personne. Et peut-être qu'il est tombé amoureux de l'idée de moi aussi, la femme patiente et compréhensive qui l'accepterait telle qu'il prétendait être. Mais nous sommes restés assez longtemps pour nous rencontrer réellement. Et nous avons choisi d'aimer ces personnes à la place. Les vraies personnes imparfaites et compliquées que nous sommes réellement. Est-ce que ça en valait la peine?
Je ne sais pas. Certains jours, oui. Certains jours, non. Mais c'est ma vie. Celle que j'ai choisie. Celle que je continue de choisir.